Bonjour à tous. Alors, j'ai été avec Paul, Anne et Arthur, voilà, qui devraient arriver sur scène. Salut Anne. Bonjour. Salut Paul. Et salut Arthur. Bonjour à tous. Alors, il est 12h30, on va démarrer pour ne pas vous mettre en retard. Merci à tous d'être avec nous pour ce premier webinaire d'Émile. Je vais vous présenter Émile et laisser mes invités se présenter. Je terminerai la marche. Après, je vous présenterai je vais présenter beaucoup de choses du coup, le déroulé du webinaire et je laisserai Paul prendre la suite pour les questions avec Anne et Arthur. Donc, Paul et moi, on a lancé Émile en octobre. Émile, c'est un organisme de formation en data analyse où, et je vois qu'il y a des élèves, salut Agathe, avec nous. Émile, c'est un organisme de formation en data analyse qui part du constat que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire, et que il faut faire au plus proche de ce que vous allez vivre dans votre vie professionnelle. Donc, plutôt que de vous faire apprendre sur des données théoriques, chez Émile, on vous fait apprendre sur des vraies données d'entreprise. Quand vous apprenez à faire du SQL, vous le faites sur des données marketing de Shaper. Quand vous apprenez à faire du Python, vous analysez des données produits de Job Teaser, qui est un de nos partenaires. Et voilà, tous nos parcours de formation, ils sont construits autour des vraies données d'entreprise. On a lancé Émile avec un premier programme qui s'appelle Data for Pro et qui là aussi est un peu unique sur le marché parce que c'est le premier programme qui est destiné à tous les gens qui font de la data sans être data analyst. Voilà. Ça va être le sujet du webinaire, on va y revenir, mais Paul et moi, on pense qu'il y a de plus en plus de métiers comme au produit, comme pour Arthur, mais aussi au marketing ou en sales ops, où on manipule la data au quotidien, mais on n'est pas forcément data analyst. Et on a donc créé un premier programme qui s'appelle Data for Pro, qui permet à tous ces professionnels de devenir autonomes sur la partie data et donc d'apprendre à requêter une base de données, à faire des dashboards et à les automatiser. Voilà, et c'est pour ça qu'on voulait discuter de ce sujet aujourd'hui avec Anne et Arthur, que je vais laisser maintenant se présenter. Anne, tu vas ? Oui. Bonjour à tous, je suis Anne de Bruchec, je suis DRH chez Job Teaser depuis un peu plus de 6 mois maintenant. J'ai un parcours pas très classique pour une RH, j'ai fait une école de commerce et puis ensuite les expériences ont fait que j'ai commencé chez Google en recrutement et ensuite j'ai fait plutôt une carrière dans des grands groupes, Bouygues Télécom, et puis pour finir plutôt à la télé chez TF1 puis et chez Canal, où j'ai beaucoup travaillé comme DRH d'équipe technique principalement, mais aussi sur des métiers autres que la technique sur lesquels on y reviendra. La data avait toute son importance, donc je suis contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors de mon côté, Arthur, très content d'être là. Merci pour l'invitation du coup à Émile. On va discuter d'un sujet important aujourd'hui, donc c'est bien que vous fassiez ce webinaire, je pense, pour un peu partager les bonnes pratiques à la communauté. Donc merci de l'invitation. De mon côté, j'ai fait une école d'ingé et un petit passage en école de commerce, où j'ai connu Thomas d'ailleurs. Et avant d'avoir la chance de me lancer dans le bain des entreprises tech, aujourd'hui, j'en suis à ma 3e scale-up. J'ai la chance de diriger l'équipe produit chez Job Teaser, où on va présenter la boîte après. Et avant ça, je suis passé... Alors, on a monté une petite boîte avec Thomas ici présent d'ailleurs, dans un premier temps, qui était dans la musique. Après, j'ai été côté product management. J'ai commencé ma carrière dans une boîte tech qui s'appelle Dashlane, que certains d'entre vous connaissent peut-être, où j'étais plutôt du coup à interagir avec des data analysts, mais sans vraiment avoir de lien de supervision envers eux, et à moi-même faire de la donnée. Donc, on pourra en parler aussi en tant que product manager. Avant de prendre des positions en management dans mes 2 boîtes suivantes, j'étais VP Product chez Papernest, où j'ai eu la chance du coup d'avoir le département données sous ma supervision, du moins pour l'analyse. Et maintenant, chez Job Teaser, du coup, aussi, on a une grosse partie de la data qui est chez moi. Donc, j'ai la chance d'avoir ces personnes-là au quotidien dans mon travail. On peut vous présenter rapidement Job Teaser en quelques mots. Job Teaser, c'est le leader européen de l'orientation et du recrutement des jeunes talents. On figure dans la liste du Next 40 comme acteur de la French Tech. On a réalisé ces derniers temps 3 levées de fonds pour un montant total de 68 millions d'euros. Globalement, qu'est-ce que c'est notre mission et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ça ? La mission de Job Teaser, c'est d'accompagner et d'orienter les jeunes diplômés, les jeunes talents, les jeunes en études vers le bon choix de carrière et vers la carrière où ils s'épanouiront. Et pour cela, on accompagne aussi les entreprises
pour attirer ces jeunes potentiels dans le cadre de leur recrutement. Donc globalement, c'est un écosystème de 80 000 entreprises qui utilisent notre service, de 700 établissements d'enseignement supérieur et de plus de 3 millions d'étudiants dans plusieurs pays à l'échelle européenne. Super. Du coup, j'enchaîne. Je me présente également sur le tour de table. Donc, enchanté tout le monde. Moi, c'est Paul. Je suis cofondateur avec Thomas sur Emile. Donc, moi, je suis un profil de l'école d'ingénieur. J'ai découvert vraiment la passion pour la data science en année de césure, parce que j'étais dans un cabinet de conseil qui s'appelle Equimetrix, spécialisé en statistique et en économétrie. Donc, j'ai vraiment décidé de faire ma dernière année spécialisée là-dedans, alors qu'il y a 5 ans, c'était pas forcément encore, il n'y avait pas énormément d'offres, énormément de masters à disposition. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que data scientist chez Adomic, une startup parisienne spécialisée dans l'optimisation de revenus publicitaires. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Criteo, on était un peu à l'opposé de la chaîne. C'est nos clients ont des espaces sur leur site et grâce à nos algorithmes, on essaie de prédire un peu quel va être le comportement des acheteurs pour placer le prix le plus haut possible. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai évolué sur un poste qui était plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui Data Product Manager, qui est donc, je faisais un peu l'interface entre la partie plus produit business et l'équipe Data Science. Donc vraiment comprendre le besoin pour en faire un algorithme et donc tout le monde puisse communiquer. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Puis finalement, le marketing m'intéressait un peu moins. Donc j'ai changé et j'ai répondu à une offre justement de Thomas pour rejoindre la startup Shaper, qui grosso modo fait en fait une application de networking. C'est un peu l'enfant entre Tinder et LinkedIn. Donc, littéralement, tous les jours, vous avez des gens qui seraient intéressants pour vous de rencontrer pour grandir dans votre activité professionnelle. Donc, j'ai vraiment aimé cette partie-là. En rejoignant, je me suis donc occupé de la partie de l'équipe data. Donc, à la fois structurer l'équipe data analyst et aussi développer la partie algorithmique sur l'équipe data science. Donc, ravi d'être là et ravi de vous accueillir, JobTeaser. Je termine avant de passer directement sur le sujet. Donc, voilà. Donc, j'étais en école de commerce et c'est là où j'ai rencontré Arthur. Et à la sortie de l'école, j'ai créé une première boîte qui s'appelle Shaper où j'ai pu rencontrer Paul. Et mon expérience avec la data, elle a commencé avec Shaper justement parce que on était 5 associés et c'est moi qui ai pris la casquette de data analyst de fortune. Donc j'ai appris en autodidacte la partie data et donc j'ai eu le parcours que beaucoup de gens ont eu, je pense. J'ai commencé par Excel. J'ai vu les limites d'Excel, donc j'ai commencé à me former aux outils Microsoft d'abord, qui s'appelaient Power Query et Power Pivot. Ils ont fusionné tout ça dans Power BI aujourd'hui avec le fameux langage DAX, bien connu de Microsoft. Et après, je suis passé sur SQL et Tableau. Et c'est un peu aussi de cette expérience qu'est né Emile. C'est justement d'aider les gens à pas avoir à payer les pots cassés et à avoir donc des formateurs et un programme pour apprendre. La data, donc, une compétence de plus en plus recherchée par les RH. Donc voilà, c'est une conviction qu'on a avec Paul et c'est pour ça qu'on est super heureux de vous avoir avec nous, Anne et Arthur, pour en parler. Paul et moi, on a une vision assez simple de la data en entreprise, qui est que de plus en plus de métiers périphériques à la data, mais qui utilisent la data, vont avoir les outils et les compétences pour être autonomes sur des analyses qu'ils font dans le cadre de leur métier. Pour un produit, faire des analyses produits ou pour un sales ops, faire des analyses sales. Et les data analysts vont aller sur des tâches de plus en plus à valeur très ajoutée pour l'entreprise, donc des structurantes d'un point de vue de l'architecture data, par exemple, voire même prédictives avec des modèles de machine learning supervisés. Et donc, on aurait aimé donc discuter avec vous de tout ça. On va discuter pendant une quinzaine de minutes sur des questions que Paul a préparées. Pour tous les gens qui nous regardent, vous pourrez ensuite poser vos questions à Anne et Arthur et éventuellement Paul et moi, évidemment, soit sur le chat, soit sur l'onglet questions. Donc n'hésitez pas, voilà, on prendra entre 5 et 10 minutes suivant le temps, le temps de vous répondre justement. Et je vais maintenant laisser Paul vous poser des questions et échanger avec vous. Ok, merci Thomas. On va commencer par des questions qui sont plus propre à JobTeaser. Donc, comme première question, c'est un peu de décrire quelle est l'organisation de la data dans votre entreprise, que ce soit d'un point de vue structuration ou accès de la donnée. Comment ça se passe? Alors du coup, la data chez JobTeaser, d'un point de vue organisation, c'est 13 personnes aujourd'hui. C'est réparti sur plusieurs fonctions. On a 5 personnes qui sont sur la partie analyse, donc data analyst. On a 3 personnes en data science. On a 3 data engineers qui sont plus sur la partie architecture, grossièrement plomberie, quoi. On a un data product manager, donc comme ce que tu faisais, Paul, chez Equimetrix. Et on a un head of data également qui supervise tout ça.
Toute la data est rattachée au produit, donc au département que je supervise chez JobTeaser, sauf la partie data engineering qui est associée à la tech. Et c'est un fonctionnement un peu comme une squad qu'on a l'habitude de voir dans des organisations tech aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une dualité entre la partie tech et produit, voilà, pour faire le meilleur produit possible en ce qui concerne la donnée, interroger les parties prenantes, etc. Donc ils bossent un petit peu la main dans la main. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est environ 100 à la tech chez JobTeaser aujourd'hui. Donc c'est une grosse entreprise, ça commence à être une grosse scale-up comparé à des boîtes dans lesquelles vous aurez peut-être l'occasion de bosser qui sont un peu plus petites. On a beaucoup grandi récemment et on a environ 220 dans la boîte parce que la data n'est pas qu'au service de la tech. Je précise ça, la data est également au service du métier. Alors, comment se spécialise maintenant tout ce beau monde sur la partie data? Sur la partie analyse et science, alors il y en a certains qui sont alloués à des périmètres métiers, donc qui ont une casquette officielle dont on essaye qu'ils ne changent pas pour qu'ils développent une expertise réelle. Donc par exemple, il y a des data analysts qui sont associés à l'accompagnement des key account managers pour les stratégies d'accompagnement client. Ça, c'est des domaines qui sont assez complexes pour qu'on les mette dessus sur une longue durée afin qu'ils développent une vraie expertise d'accompagnement, par exemple. Il y a aussi ça du côté du marché, plus pour ce qu'on appelle la stratégie commerciale, donc sur quel positionnement on va se déployer, comment, pourquoi. Il y a également des data analystes qui sont affectés là-dessus. On a ça c'est la partie vraiment métier externe à la tech. On a des tribus, après des squads. Ça c'est un petit peu le modèle Spotify que certains connaissent. Une squad, c'est une équipe produit tout à fait autonome qui construit des fonctionnalités avec des devs, des designers, des data éventuellement et tout. Alors nous, on n'a pas de data analyst associés à des squads, mais on les a associés à des tribes. Les tribes, c'est un agrégat de squads, c'est un ensemble un peu cohérent de squads. On est une grosse org à scale. Donc voilà, il y a certains analystes, on a une data analyst par exemple qui est associée à la tribu qui gère toutes les squads qui sont liées aux entreprises. Chez JobTeaser, on vend aux entreprises le fait de recruter des étudiants via notre réseau. Il y a une tribu avec différentes squads dedans. Donc, par exemple, une squad pour diffuser de la marque employeur, une squad pour diffuser des offres, etc. Et j'ai un data analyst aujourd'hui qui est associé à la tribu et à ces différentes squads. C'est un peu pareil pour la data science. Tout ce qui est central, donc ceux qui s'occupent de différentes choses qui n'ont pas d'allocation précise, c'est la partie data engineering, donc qui font des briques un peu transverses d'architecture. Et on garde aussi certains analystes un petit peu sous le coude qui vont à droite à gauche selon les besoins un petit peu plus imminents. Tout orga a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de bosser. Et c'est pour nous assez important que les gens aient quand même un périmètre fixe pour qu'ils puissent développer de l'expertise et qu'ils ne soient pas à découvrir des sujets un petit peu au dernier moment. Ça, c'est la partie vraiment data. Et après, je pense qu'on va y revenir pas mal dans ce webinaire. Mais la data, c'est pas seulement la data. C'est pas seulement les gens qui ont le poste de data analyst, le poste de data scientist, ou même le poste de data engineer. C'est aussi les équipes qui vont avoir besoin de la donnée dans leur métier au quotidien. Donc, des product managers, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire leur métier sans avoir des réflexions qui sont basées sur de la donnée. Donc, plutôt que demander à chaque fois qu'ils ont besoin de la donnée à un data analyst de réaliser une opération, on les fait monter en compétences pour que eux deviennent indépendants sur leurs requêtes simples de données et libérer un petit peu, si vous voulez, le département data analysis du côté très réactif à dépeler des petites demandes. Oh bah tiens, j'ai Paul qui m'a demandé le taux de transformation sur la dernière landing page, tu peux me sortir ça? Non. Un data analyst, il est qualifié, il a fait une formation comme Émile, donc il est bon. Et on va lui demander plutôt de faire des analyses profondes, de se mettre sur des sujets pendant longtemps, sur lesquels il puisse avoir une vraie valeur ajoutée. Donc c'est le modèle vers lequel on veut tendre. C'est vrai pour les product managers. On essaye, l'idée c'est que ce soit aussi vrai dans une certaine mesure après pour le business, on pourra en reparler éventuellement pour les country managers. C'est vrai pour les fonctions ops aussi. Donc la data, il y a les spécialistes, mais toute la boîte maintenant doit être dans une certaine mesure data proficient, quoi, être capable de parler la donnée, de l'exploiter, de l'extraire. Merci beaucoup. Du coup, si je comprends bien, effectivement, vous essayez que chacun des métiers porte en eux la compétence un peu pour, comme tu disais, comprendre la data, pouvoir être un peu plus indépendant pour justement pas avoir un bottleneck au niveau des équipes data analyst. Moi, pour ma part, pour mon expérience personnelle, j'ai connu ça. Chez Shaper, typiquement, on avait pas mal de gens du produit qui venaient nous demander des analyses. Donc, c'est souvent quelque chose d'assez rébarbatif. Hein. C'est des requêtes qui sont en permanence les mêmes, simplement parce que certaines personnes ne sont pas calées, n'ont pas encore appris ce genre de choses, qui pour autant est accessible. Donc, du coup, j'ai une deuxième question qui me vient par rapport à ça, c'est en quoi la data a-t-elle donc modifié vos recrutements si vous cherchez finalement
ces compétences-là potentiellement pour les nouvelles recrues. Peut-être que, Anne, tu peux nous dire ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Effectivement, la data a modifié nos recrutements pour deux raisons qui sont que, d'une part, on a eu une émergence de métiers qu'on ne recrutait pas il y a quelques années, sur lesquels on a dû bâtir complètement de nouvelles politiques de sourcing. Sourcer sur la data aujourd'hui, et particulièrement des métiers dont Arthur a parlé, c'est pas extrêmement simple. On a un vivier de candidats qui est assez limité. On a dû donc être beaucoup plus fort en recrutement pour réussir à aller sourcer ces profils qui sont encore très peu fréquents sur le marché. Mais au sens plus large, je suis très d'accord avec Arthur quand il dit qu'aujourd'hui toute la boîte doit parler data. C'est quasiment inconcevable pour n'importe quel métier, y compris un métier non technique, de se dire qu'on va recruter quelqu'un qui n'a aucune aisance avec l'outil informatique, aucune compréhension de la façon dont il faut structurer correctement des données pour piloter son activité. Donc finalement, il faut que tous les métiers puissent prendre en charge des sujets data de premier niveau. Ce que j'entends par sujet data de premier niveau, c'est franchement, je pense que de plus en plus dans les métiers, on n'a pas envie d'aller demander à une structure spécialisée d'aller réaliser pour nous les analyses dont on a besoin pour piloter notre poste. On veut nativement pouvoir nous-mêmes monitorer ça, avoir nos données, savoir les exploiter pour faire des analyses un peu simples. Je parle pour l'ensemble des métiers. Donc, plus que des compétences techniques, moi, je trouve que c'est une orientation de pensée qu'on commence à chercher de plus en plus dans les métiers. C'est le fait qu'un collaborateur, quel que soit son métier, il sache raisonner avec des KPI, il sache connaître les données clés de son activité, il puisse analyser la performance de son département, il puisse la communiquer aussi à un codir, à des parties prenantes. Il sache faire tout ça et il ait besoin de personne pour le faire. Donc, il se soit doté des outils pour pouvoir faire ça simplement. Outre les recrutements, et comme j'en parlais un peu tout à l'heure, mais forcément, comme on a du mal à sourcer des profils data purs, c'est vrai qu'on a eu tendance aussi à s'ouvrir de plus en plus à des profils un peu différents que parce qu'on recrutait habituellement. Habituellement, on recrutait école de statistiques, des profils très, très câblés en mathématiques, voilà ce type d'école d'ingénieur ou d'université qui permettait d'avoir ces formations. Aujourd'hui, on est obligé de regarder d'autres choses. Alors, bien entendu, des parcours qui permettent plus rapidement à des collaborateurs d'acquérir cette composante data dans leur parcours, c'est important. Et aussi, je dirais, on a certains collaborateurs maintenant qui viennent de métiers qui ne sont pas data first et qui voudraient basculer vers des métiers où la data est beaucoup plus présente. Vous voyez, dans des métiers de contrôle de gestion, c'est assez souvent qu'on a des mobilités vers des postes de data analyst. On a aussi un peu de porosité entre les métiers sales, où on va passer côté sales efficiency. Donc, de plus en plus, on a des collaborateurs qui se montrent intéressés pour faire des moves de ce type. Et donc, il faut qu'en tant qu'entreprise, on puisse leur donner des bons parcours de formation pour casser rapidement. On ne se parle pas d'envoyer quelqu'un 1 an en formation. On se parle de donner rapidement les clés pour que quelqu'un puisse switcher de métier en ayant acquis cette compétence-là. Merci beaucoup. Oui, effectivement, beaucoup des formations, c'est effectivement si on fait une pause de plusieurs mois de suite, c'est difficilement applicable. Donc, c'est généralement plus facile de venir accompagner, je veux dire, durant la semaine ou des cours le soir qui sont par exemple plus simples, et surtout de pouvoir la mettre en application avec un projet avec ses propres données à la fin pour rendre les choses de façon beaucoup plus concrète. C'est souvent ce genre de choses qui sont à privilégier. Si on devait prendre un peu de recul et d'une manière un peu plus générale, comment vous voyez-vous, en quoi la data a transformé les différents métiers de l'entreprise, que ce soit Job Teaser ou par rapport aux autres expériences que vous auriez pu vivre dans les différentes boîtes? Tu veux que je commence, Arthur? Allez, je te laisse bien. Mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux mouvements qui s'opèrent en même temps. Il y a des métiers qui émergent et puis il y a des métiers existants, vraiment traditionnels, qui, eux, viennent prendre cette composante data en plus de l'ensemble de leurs composantes opérationnelles. Moi, les deux métiers qui me viennent en tête sur un sujet comme celui-là, c'est le métier du contrôle de gestion ou le métier du marketing. Mais il y a aussi le métier RH quelque part que je connais bien. Le métier du contrôle de gestion, auparavant, on était contrôleur de gestion, on s'adossait sur une équipe qui, elle, était en charge de produire un certain nombre de data et nous, ensuite, on produisait des analyses et des recommandations.
aujourd'hui, il y a quand même une forte porosité entre les métiers du contrôle de gestion et ces métiers de data analyse. Et on voit de moins en moins un contrôleur de gestion pas être autonome sur la production et l'analyse de ses propres données. Et ça se voit parce qu'on a quand même pas mal de switch entre ces métiers-là vers des postes de data analyst, de business analyst, de sales analyst. Donc, les choses bougent. Le côté jouer avec les chiffres, et ben maintenant, on le fait au travers d'un outil. Et sur les métiers marketing, on a un petit exemple un peu récent. Là, on a un poste de CMO à pourvoir au sein de Job Teaser, d'ailleurs, s'il y a des vocations parmi nos amis. Et on s'est rendu compte, on était assez étonnés. Vous voyez, un poste de Chief Marketing Officer, c'est un poste sur lequel on reçoit normalement beaucoup de candidatures sur la marque, des directeurs de com, des directeurs marque, ce type de profil plutôt créatif. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on reçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des candidatures, on reçoit des profils qui sont très, très data-driven, qui sont autour de la performance, de l'acquisition, des problématiques de SEO. On sent bien qu'on a un switch de profil et que de plus en plus de candidats, ils ont des profils très marqués de data sur des jobs plutôt traditionnels à la base. Alors, ça, je vais pouvoir compléter un petit peu la réponse d'Anne. La data a transformé les métiers dans l'entreprise. Donc, ça, c'est deux bons exemples. J'en ai chez moi qui sont assez caractérisants aussi. Dans les organisations tech de toutes les boîtes aujourd'hui qui bossent moins, et je pense que la France rattrape vachement les États-Unis sur ce point-là, mais il y a un peu une tendance maintenant à essayer de décentraliser la décision dans les équipes. Avant, il y avait un petit peu le CEO qui avait les idées de features sous la douche, on va faire un chatbot, et toute la boîte se remettait à l'implémenter. Aujourd'hui, on a compris que c'est pas comme ça qu'on faisait du bon produit, qu'en général, il fallait laisser les équipes, donc nous les squads, interagir avec les clients, prendre de l'intelligence sur le terrain, prendre de la donnée et eux-mêmes, entre guillemets, choisir quelle fonctionnalité on allait développer pour répondre aux objectifs de la boîte. Ça, on est allé dans un système assez extrême chez Job Teaser. On pilote tout avec ce qu'on appelle des impact teams. Donc, nous, nos squads sont définis uniquement par la métrique qu'on leur demande d'accomplir. Donc, ce qui caractérise aujourd'hui le travail d'une équipe produit chez Job Teaser, c'est pas on est responsable, je sais pas, de la page d'inscription ou de la page entreprise. Non, c'est on est responsable de multiplier, par exemple, le nombre de candidatures de nos étudiants par 2, ou alors d'augmenter l'épanouissement, je sais pas, des étudiants dans leur job de 10 à 15 points. Et ça, c'est tout ce qu'on. Et après, on peut toucher à n'importe quoi pour y arriver. Mais ça, enfin, c'est une mode qu'on retrouve, un truc qu'on retrouve beaucoup dans les orgatech aujourd'hui. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de micro-décisionnaires dans la boîte. Et qui dit décision dit qu'il faut nourrir ça de data. Donc, quali et quanti. Donc, on a beaucoup plus besoin maintenant parmi les product managers, les ops, les country managers, etc., d'une compétence qui est forte en données chez nous. Il y a un peu, du coup, ça, il y a un peu deux mondes. Quand on dit que, en tant que product manager, maintenant, c'est indispensable pour moi d'avoir une réflexion qui est basée sur la donnée parce que je dois faire monter des métriques et c'est là-dessus qu'on va m'évaluer. Soit tu outsources tout ce que tu fais au data analyst et dans ce cas-là, tu remets ton succès dans les mains de quelqu'un d'autre. Soit tu apprends à le faire toi-même au maximum. Ça, c'est pas pour les PM, mais ça pour les ops, pour les country managers, pour plein de métiers. Il y a les downsides qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure quand tu outsources tout au data analyst, hein, ça robotise un petit peu les tâches qu'ils font. Ça défidélise aussi, nous, en tant qu'entreprise, les data analysts qu'on recrute parce que ils n'étaient pas venus pour faire ça. En général, ils étaient venus pour faire autre chose. Et ça bottleneck aussi vachement. Du coup, si j'ai besoin d'un truc de façon un petit peu imminente pour, je sais pas, faire ma stratégie sur ma pénétration de marché en Allemagne ou je sais pas quoi, si je dois attendre qu'un data analyst me dépile le truc, c'est quand même super problématique, quoi. Donc, faut que j'ai les moyens éventuellement de le faire moi. Donc, c'est pas super bien d'être dépendant. Donc, nous, voilà, on essaye de demander à tout le monde de devenir dans une certaine mesure data analyst. Je mentionne un truc qui est intéressant, c'est que je viens d'une boîte avant Job Teaser qui était un peu extrême là-dedans, qui s'appelle Paper.Nest, qui est aussi un petit peu une scale-up en France. Et là-bas, les sales faisaient du SQL. Donc, on a l'image des sales hein, qu'on connaît, donc ceux qui vont négocier des contrats et tout, des biz-dev, je veux dire, comme on l'entend dans certaines boîtes, c'est eux qui faisaient leur dashboard, qui faisaient leur extraction de données, qui mettaient en forme et qui faisaient leur plan strat sans demander l'aide de data analyst. Donc, c'était hyper orienté data. Alors, Job Teaser, on passe un petit peu du mode les data analysts font tout au mode on décentralise ça donc à d'autres métiers et un country manager peut faire ses analyses de données. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Donc, on pourra en reparler. Mais ça force la donnée en interne, enfin, ceux qui bossent vraiment sur la donnée, à faire du travail qui va scaler.
Par exemple, quand on monte une base de BI, donc de business intelligence, qui expose du coup des data au reste de la boîte, le fait d'avoir tout le monde qui tape dedans parmi tous les métiers, ça oblige d'avoir une base de BI qui est hyper claire et qui est hyper bien définie avec des bonnes métriques. Donc ça fait naître aussi des nouveaux métiers. On pourra en reparler, mais nous, on a des gens qui sont lead BI ou qui sont product manager data. Leur rôle, c'est de faire en sorte que cette base, elle réponde aux besoins, que ce soit les bonnes métriques qui soient bien définies, qu'on soit tous d'accord sur la définition, pour que si un country manager, un product manager ou quelqu'un chez les ops me sorte un chiffre, je ne sais pas, sur les revenus en février, qu'ils aient tous le même, quoi, qu'il n'y ait qu'une seule méthode pour le calculer, etc. Donc ça fait naître ces nouveaux rôles-là, et comparé à empiler des data analystes qui vont faire ça eux-mêmes et qui ont la compétence, ça c'est beaucoup plus scalable. Parce qu'une fois qu'on a posé ces définitions une fois avec quelqu'un, derrière, si tout le monde parle données, on peut grandir beaucoup plus vite. Et le dernier truc aussi, c'est que c'est vertueux pour les product managers, les ops, les country managers aussi à monter en compétence sur un item clé pour qu'ils réussissent. Voilà, ça met dans le chemin critique de leur poste une partie analytique et une partie sur la donnée, qui est bien parce que je pense qu'on peut difficilement réussir son métier de product manager aujourd'hui sans être bon en data. Donc, nous, maintenant, quand tu peux plus dire c'est de la faute du data analyst, au moins ça t'oblige à monter en compétence. On a des grilles de progression, voilà, avec un item analyse de données chez les product managers avec différents niveaux et ça leur donne un chemin de progression aussi très clair en interne pour piloter leur carrière et progresser et devenir meilleur. Merci pour ce retour. Je te rejoins complètement sur le fait qu'effectivement, si on centralise tout dans une seule source de vérité, donc le BI, que tout le monde puisse taper, etc., ça permet aussi à tout le monde de avoir aussi le goût qui commence à naître, puisqu'ils savent que c'est à disposition, qu'ils peuvent y avoir accès. Et donc, rapidement, beaucoup seront force de proposition pour essayer de monter en compétence sur ces enjeux. Donc, ça me paraît vraiment être très important. Du coup, ça me fait dire, là, en regardant justement la question, une question qui s'adapte plutôt bien là de Victor. Du coup, selon vous, quelles seraient un peu les compétences indispensables data finalement dans un métier de produit ou même plus généralement Anne sur les autres verticales de métier que tu as pu voir? Je peux commencer sur le produit si tu veux, et puis Anne, je te laisserai répondre sur les autres métiers. Sur le produit, nous, avant tout, alors je ne teste pas du tout les hard skills. Ça, c'est un parti pris que j'aime et je pense que c'est facile à prendre. Je vais m'expliquer. Je ne teste pas la partie outils, on va dire. Je teste la partie compétences sur est-ce que je suis apte à mener une analyse correctement. Je m'explique. Mener une analyse correctement, c'est quoi? C'est définir les chiffres qu'on va regarder. Par exemple, un cas que je fais, que mes équipes font quand ils recrutent un product manager, c'est voilà l'objectif de la boîte, tu as différentes fonctionnalités à lancer, quels vont être les critères de succès pour telle et telle fonctionnalité. Comment tu définis que, par exemple, quand on sort demain un produit pour faire de la chasse sur JobTeaser, quelles sont les bonnes données qui vont un peu certifier le succès de ce produit, quoi. Donc ça, on teste les capacités de quelqu'un à trouver ce qui va dire que sur le plan de la donnée, ça marche. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, il y a la partie, on ne teste pas trop la partie extraction. Deuxièmement, c'est quand ces données sortent, souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé avec notre chiffre de base. C'est comment maintenant on va interpréter et lire correctement des données. Alors là, il y a plein de choses à dire qui sont intéressantes là-dedans, mais il y a un petit peu tout le volet statistique qui est intéressant. Donc, on vérifie que les gens confondent pas causalité et corrélation, par exemple, qui sachent distinguer un petit peu ce qui est de l'ordre purement de la volatilité par rapport à des vraies tendances de fond. Enfin, j'ai vu à maintes et maintes reprises, du coup, on a tous de la tendance à le faire soi-même, hein, quand on lance un A/B test, par exemple, de commencer à lire les résultats avant même que ce soit significatif. Donc là, on est en train d'enfiler des mouches, pour être poli. Ça sert à rien, on est en train d'interpréter de la volatilité et c'est terrible, mais ça, je le vois de partout. Donc ça, c'est un bon truc à tester également. Et puis après, quand on a vu des données, voilà, on a vu qu'il se passait tel et tel truc, on peut essayer de formuler des hypothèses pour les expliquer. Ça, c'est ce que je teste chez mes product managers. Donc, voilà, tu as ces trucs-là. Et comment je vais établir un nouveau produit, un nouveau protocole expérimental pour vérifier ces hypothèses. Bon, j'ai constaté ça dans les données. Du coup, je pense que c'est la cause, c'est ça. Et comment je vais le vérifier que la cause, c'est ça pour avancer dans ma compréhension du produit et faire un produit meilleur? Et je vais mettre en place cette expérience. Que ce soit un test dans le produit, une rencontre utilisateur ou quelque chose de plus scientifique, quoi. Donc, je ne teste pas le SQL. Je teste, par exemple. Ça, je pense que
vu les profils qu'on recrute quand même dans les organisations tech, c'est quand même relativement facile à apprendre. De mon côté, c'est un peu mon parti pris. Je teste plutôt les compétences vraiment analytiques sur la partie product manager. Je teste pas non plus la manipulation d'outils ou tous ces trucs-là. Je trouve que ça, c'est des choses qui s'apprennent relativement bien un petit peu en venant. C'est d'autant plus facile que vous pouvez l'apprendre chez Émile pendant le programme de test. Je profite. Du coup, peut-être pour compléter sur l'ensemble des métiers, sans vouloir faire de trop grandes généralités, c'est vrai que on va pas tester à proprement parler des compétences data. Je pense qu'on met l'accent non pas sur des compétences techniques, mais sur une orientation de pensée, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que le candidat en face de moi, quand il me parle de son activité, je sens que il va facilement établir les KPI nécessaires à piloter son activité. Comment il va mesurer la performance de son département? Est-ce qu'il va savoir concevoir un dashboard qui va permettre de refléter hyper facilement l'avancée de ses projets et de son activité? Donc, on est plus sur ce type d'orientation de pensée que de compétences à proprement parler, mais il faut avoir une sorte d'orientation performance de son activité. Ça, c'est à mon avis valable sur n'importe quel poste aujourd'hui. Si je prends l'exemple des RH, voilà, moi, je me rappelle avoir fait mes études, c'était dans les années 2000, ça remonte, hein, mais j'avais un professeur émérite qui s'appelait Jean-Marie Peretti à l'ESSEC qui disait pour faire de la RH, il faut aimer les hommes. Et il disait, et il faut aussi aimer les chiffres. Et sur le coup, on se disait, bon, ok, il faut surtout aimer les hommes, en fait. Non, en RH, il faut aussi beaucoup aimer les chiffres. Vous voyez l'évolution, l'évolution aujourd'hui. En RH, on est amené à faire des sondages, on est amené à faire du suivi du mood de nos collaborateurs. On gère toute une panoplie de données dans tous les sens. Si en RH, on n'est pas capable d'avoir des KPI très clairs en tête, d'avoir un vrai avis sur un SIRH et un vrai avis dont les données vont pouvoir circuler de façon à aller d'une activité recrutement à une activité paye sans accroc. Faut vraiment pouvoir conceptualiser ça. Et pour le coup, je pense qu'effectivement, il faut aussi aimer les chiffres et aussi aimer organiser toutes ces données RH. Et aujourd'hui, sur un profil RH, moi, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'input sur comment on organise ça, quel choix on fait en matière de SIRH, c'est vrai que c'est un manque aujourd'hui. Ça peut pas le faire. Pour compléter et pour répondre aussi à une question sur les outils, donc je pense on a parlé des compétences, mais il y a aussi les outils. Voilà, c'est le parti pris qu'on a avec Paul sur la formation Data for Pro. Mais c'est effectivement, comme le disait Arthur, savoir maîtriser du SQL, parce que la plupart des bases de données, quand même, elles sont construites sur le mode, en SQL. Donc, pouvoir interroger des bases de données et comprendre comment interroger des bases de données, ça permet aussi de comprendre comment est faite la data. Ça, c'est bête aussi, mais pour comprendre après les problématiques des data analysts ou des data scientists, les problématiques pour créer des dashboards, le fait de comprendre comment les requêter, ces données, ça peut quand même être très intéressant. Sur les outils, Stéphane, pour ta question et pour compléter, effectivement, Excel, ça a quand même pas mal de limites. Il y a deux moyens de surpasser cette limite, entre guillemets. Il y a soit avec des hard skills, donc c'est un des partis qu'on a avec Émile, c'est par exemple de vous enseigner Python, pas pour vous rendre data scientist, parce qu'on n'y arrivera pas, mais plutôt pour vous permettre de manipuler Python. Ça permet de manipuler des gros volumes de données et d'essayer de cruncher la donnée pour aller récupérer des insights, ce que vous pourriez faire avec Excel, mais avec quelques centaines ou quelques milliers de lignes. Voilà, ça c'est un point, un truc qui peut être vraiment un plus. Les autres outils, c'est les outils de visualisation. Alors, il y a beaucoup d'outils qui sortent, notamment des outils qui ont une vision self-BI. Donc ça, Arthur pourra aussi en parler, mais Looker, par exemple, est un outil qui a un peu cette vision-là de pouvoir rendre la data accessible à tous, mais il faut quand même prendre en main l'outil, quoi. C'est pas un truc, t'arrives, tu utilises Looker, quoi. Les outils de visualisation, de manière générale, nous, on enseigne par exemple Google Data Studio, ils ont une certaine logique qui est différente de celle des tableurs, pour la simple et bonne raison que sur les tableurs, il y a des cellules, qu'on a tous l'habitude de mettre des formules, et voilà, dans les outils de vis, il n'y a plus cette logique de cellules. En fait, on va manipuler toute la donnée d'un coup. Donc, voilà, les marronniers, bon, il y a Tableau, évidemment, il y a Google Data Studio, il y a Looker, donc il y a de nouveaux outils qui apparaissent aussi. Ça, c'est des outils qui permettent, voilà, de décentraliser l'analyse et la requête de données dans toute entreprise, couplé avec les soft skills d'analyse que Anne et Arthur ont évoqué, qui est avoir le réflexe de raisonner par KPI, comprendre les liens de causalité et ensuite comprendre la donnée avec SQL et pouvoir la mettre en œuvre avec des outils de visualisation. Là, vous êtes,
clairement, vous êtes paré pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas ce que tu en penses, Arthur. Je suis entièrement d'accord. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est enfin, la culture de self-BI, pour le coup, on essaye de l'accompagner de formation en interne. On n'est pas seulement à dire, bon, bah, c'est plus les data analystes qui font les analyses et débrouillez-vous, maintenant c'est vous enfin, les product managers ou les country managers. On essaye de monter des formations aussi en interne, de proposer éventuellement à nos collaborateurs des formations. Donc, pourquoi pas Émile ou d'autres s'ils veulent transférer, enfin, bouger sur un poste de data analyst ou quoi. Mais ça, c'est assez clé. On va les mettre un petit peu enfin, il y a le côté, c'est super important, je reviens un peu dessus, mais d'avoir un rôle dans la boîte qui va mettre au clean la base de données, la BI, parce que même si après, on met plein d'outils pour pouvoir interpréter les données, si j'arrive à faire dire 9 trucs différents d'une même métrique, je vais pas y arriver, quoi. Je vais créer beaucoup plus de bazar que ce que j'ai réglé comme problème en laissant tout le monde jouer avec la donnée. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est là pour dire, bah, par exemple, pour être très concret, dans la manière de mesurer le business, c'est telle métrique, ils sont dans telle table, c'est ça leur mode de calcul. Donc, vous pouvez les manipuler, mais voilà, sachez comment ils sont calculés, et tout ça, c'est clair et documenté en interne. C'est quand même relativement important. Quand on veut modifier les données du coup qui sont dans la BI, on fait une demande et c'est cette personne-là qui du coup va réfléchir et comment il impacte la structuration de ces tables pour refléter cette nouvelle métrique. C'est lui qui le prend en compte. Et voilà, c'est un peu la règle de base, c'est que pour pouvoir permettre aux gens de faire de la self-BI, il faut que la BI, elle soit super limpide et que sa construction soit claire, quoi. Qu'on puisse se renseigner sur comment telle métrique a été construite et importée dans la BI. Ça, c'est un truc qui est super important. Ouais, c'est pour ça que les métiers de la data, ils ont aussi beaucoup de beaux jours devant eux, puisque pour que cette CFBI elle puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait une préparation de la donnée, un maintien de la donnée qui est vraiment, enfin c'est vraiment un travail à part entière déjà. Plus il y a beaucoup maintenant d'outils, notamment de machine learning supervisé, donc des outils beaucoup plus avancés pour faire de la prédiction d'analyse. Et ça, clairement, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc pareil, il y a beaucoup de montées en compétences aussi sur des métiers de data à très forte valeur ajoutée, ce qui fait que voilà, c'est vraiment des métiers qui sont nécessaires pour pouvoir avoir cette vision self-BI ensuite. Exactement. En fait, rendre les personnes, comment dire, arriver à faire parler les personnes le langage de la donnée, faut mettre des enablers techniques derrière qui le permettent, quoi. Donc c'est vrai au niveau de la structuration de la BI, c'est vrai au niveau du tracking aussi. Il y a des gens chez nous. Avant, le tracking, c'était un peu dans les mains 100% du product manager qui, si on avait de la chance, après avoir pensé à une feature, ils se disaient, ah, attends, on va faire le plan de tracking. Il faut quand même penser à choper 2-3 données. Et souvent, il les faisait un peu avec les pieds parce que c'était pas son métier. Donc, nous, on essaye voilà, d'avoir un système un peu foolproof qui traque un petit peu près les choses correctement, même si le product manager fait pas un métier incroyable. Mais ça, c'est aussi quelque chose. Du coup, il y a une spécialisation chez nous côté data. Il y a quelqu'un qui a cette compétence de faire ce plan de tracking qui doit marcher quoi qu'il arrive, quoi. C'est un autre exemple pour illustrer ce que tu dis, Thomas. Et après, sur la data science et la data analyse, il y a des moments où les product managers, les ops, les country managers arrivent à leurs limites quand même, où ils sont plus en capacité d'entre guillemets parce que ça nécessite de l'algorithmie, parce que ça nécessite des modèles de machine learning. Et là, c'est des spécialistes qui prennent en main l'affaire et qui exercent ce pour quoi on les a vraiment recrutés. Donc, les data analysts vont faire des vraies analyses profondes en prenant un sujet de manière très 360. Les data scientists vont utiliser du machine learning pour faire des prédictions de churn ou trouver des comportements clients qu'on n'aurait jamais trouvé sans eux. Et eux, dans ce cas-là, sont vraiment placés au bon niveau. Et voilà, et le dernier truc sur le self-learning, c'est que, ouais, nous, on prend beaucoup de temps à essayer de faire des formations en interne. Là, notre Head of Data vient de faire une formation pour former les product managers, du coup, à ces métiers chez nous, quoi. Enfin, comment faire, comment sortir de la data et compagnie. Donc, on est très content qu'il y ait des instituts de formation qui se montent à côté pour pouvoir le faire, parce que ça prend énormément de temps à faire pour nous en interne. Pierre, on te salue d'ailleurs. Tu étais là, je crois. Enfin, il était là en tout cas. Je prends le relais, Paul. L'heure tourne. Si ça vous va, on fait une dernière question qui a été
upvoté 3 fois, donc là c'est le raz-de-marée. On fait peut-être ces dernières questions et on répondra par mail aux autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Ok. La dernière question, c'est une question d'Agathe. Ça concerne la culture d'entreprise, parce que voilà, on a parlé des outils, on a parlé des compétences de chacune des personnes pour qu'il y ait cette vision un peu data, que ce soit des soft skills ou un peu plus des hard skills, mais il y a aussi une notion de culture un peu. Et donc la question d'Agathe, c'est est-ce que cette acculturation à la data chez vous, elle s'est faite par le recrutement de personnes qui avaient justement déjà cette culture data? Je pense à toi, Arthur, parce que tu n'es pas arrivé au début de Job Teaser, par exemple. Ou est-ce que c'est un mix entre de la formation d'équipe en interne à, voilà, à ces problématiques data et de l'ajout de nouvelles personnes? C'était quoi comment est-ce que cette culture de data elle est arrivée chez vous? Alors, le premier truc qui est super important, c'est qu'on a 2 fondateurs. Un profil vraiment école de commerce. Ils sont tous les 2 rencontrés dans le conseil, donc ils ont atterri au même endroit avant de fonder Job Teaser. Et l'autre est un profil ingénieur, Nicolas. Et Nicolas est data analyst de base. C'est sa façon d'interagir avec les choses, c'est sa façon de prendre des décisions. Donc, dès le premier jour de Job Teaser, il a insufflé ce côté un petit peu comment on utilise le quanti, comment on utilise la data pour arriver à prendre des décisions. La grosse différence qu'on a eu à un moment, c'est quand ça a été des questions de passage à l'échelle, quoi. Ça a été des questions de plus de comment en tech on structure toute la donnée qu'on récupère. Donc là, on a dû embaucher des pros pour y arriver. Là, ça a été un peu, comment dire, on a eu un petit peu un moment de réalisation où, ah oui, en fait, c'est un sujet compliqué, la structuration de la donnée, et il faut des spécialistes pour y arriver. Et les métiers de data engineer, c'est un peu évident aujourd'hui, mais il y a 5 ans, ça existait beaucoup moins. Hein. C'était des développeurs back-end qui faisaient ça en parallèle de leur taf, quoi. Donc, bon, j'ai l'impression que toutes les boîtes dans l'écosystème français se sont rendues compte que récupérer et structurer de la donnée, c'était quand même très compliqué. Donc ça, même pour nos fondateurs, ça a été une découverte, et pour moi aussi. Et le dernier truc qui a vraiment, à mon niveau, hein, et puis après je laisserai Anne compléter sur les autres métiers, mis une grosse acculturation sur la donnée, c'est qu'on est passé sous un mode de travail en OKRs, où les équipes s'engagent à délivrer des métriques plutôt que des projets. Donc ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est si tu arrives à me faire monter le niveau de candidature, si tu arrives à me faire monter le chiffre d'affaires, bon ça c'est pour les sales, si tu arrives à je sais pas, transformer la conversion d'un tunnel d'inscription. Et ça, du coup, ça nous a forcé. On est passé dans un monde où, à la base, on valorisait le fait de livrer des projets à l'heure, à un monde où il faut atteindre des métriques. Et du coup, la nature du travail de plein de personnes ont changé à ce moment-là. C'est là que les PM sont devenus beaucoup plus data-driven. C'est là que les ops aussi, c'est là que plein de monde aussi s'est mis un petit peu à cette mode. Et on est toujours en train d'apprendre, parce que c'est beaucoup plus dur de résoudre des problèmes quantifiés que de shipper simplement des fonctionnalités et que de shipper des projets. Et ça, c'est le cas chez Job Teaser, mais il y a toutes ces boîtes qui font des transformations là-dessus aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est un petit peu un buzzword, les OKR. Alors, c'est plus ou moins appliqué avec une réelle volonté de passer comme ça, parce que c'est quand même lâcher un petit peu, comment dire, la décision qu'on a en tant que fondateur sur ce qu'on va faire. Hein. Si on dit simplement aux gens d'atteindre les métriques et de leur laisser choisir les bons sujets pour y arriver, souvent c'est plus facile à le dire qu'à le faire, mais chez nous, c'est vraiment, vraiment le cas. Pour le coup, mais on le retrouve dans toutes les boîtes, ça. Donc, il y a une vraie acculturation, je pense, qui s'est passée à ce niveau-là chez nous, mais je pense qu'il est en train de se passer dans toutes les boîtes du Next 40, si on regarde un petit peu le panorama de la tech en France. Nous, chez Dashlane, on avait commencé il y a 5 ans maintenant à le faire. Alors, c'était beaucoup plus rudimentaire, mais je pense que, voilà, nous, c'est un peu les gros éléments qui nous ont amenés à mettre la donnée au centre des différents métiers. Oui, et j'ajouterais juste par rapport à ce que tu disais, Arthur, qu'il y a aussi eu dans notre entreprise un changement d'échelle à un moment où on a une boîte qui passe d'une 50aine de personnes à une boîte qui aujourd'hui en fait 250, et que ce changement d'échelle-là fait aussi que on pouvait avoir des modes de gestion peut-être un peu plus bric-à-brac de nos sujets pendant le temps où on était 50. Clairement, on peut absolument plus le permettre quand on est 250, ce qui fait que le fait de savoir vraiment structurer sa donnée, ça devient important dans tous les postes qu'on recrute. Il n'y a pas un process de recrutement aujourd'hui où je pense que l'un des entretiens dédiés, on fait en fait dans notre process de recrutement, on a un premier entretien qui s'appelle le Who, qui est sur tout le parcours. Et ensuite, tous les entretiens suivants sont des entretiens qu'on dit focus, où on va tester une compétence en particulier. Je pense qu'il n'y a pas un process de recrutement sans au moins un entretien focus dans lequel
le point clé, c'est est-ce que je suis capable de monitorer correctement la data liée à mon activité, mes OKR, mes KPI, mon dashboard, etc. Et sur tes anciennes boîtes, parce qu'on a beaucoup parlé de Job Teaser, Anne, pour finir, est-ce qu'il y avait une culture data aussi prégnante, et si oui, comment ça s'est fait cette transition? Alors moi, j'ai beaucoup fait des grands groupes jusqu'à présent, et dans les grands groupes, bien sûr, on subit ces évolutions du marché, ça, on n'y est pas étranger. On a vu se constituer des pôles data plutôt forts, etc. En revanche, on est peut-être moins avancé sur le fait que chacun dans son métier est un peu responsable de produire ses analyses, et on a moins switché encore sur l'aspect self-BI. On est peut-être un peu plus en retard parce que on a des services support. La data intervient vraiment comme un service support qui, elle, est capable de vraiment produire toutes ces analyses. C'est dommage parce que on y perd un peu en indépendance chacun sur nos métiers, et on est un peu plus en retard, mais ça commence quand même à arriver pas mal. Super, merci beaucoup. Ça fait 45 minutes de webinaire. C'était hyper intéressant. Alors, les questions qui n'ont pas trouvé réponse, on y répondra plus tard. Vous inquiétez pas. Merci infiniment. Si vous avez des questions sur votre parcours perso dans la data, et que vous pensez à Émile ou pas, ou si vous êtes plutôt du côté du cofondateur ou du responsable d'entreprise qui aimerait faire cette transition, n'hésitez pas à nous écrire aussi, à Paul et moi. Si on peut répondre, on vous répondra. Sinon, on transférera à Anne et Arthur avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot d'ailleurs, mais sinon, on va se quitter. Non, merci pour l'invitation. On espère inaugurer une longue série de webinaires. Exactement. Et si vous êtes tous là, c'est que ça vous intéresse de vous former aux problématiques de la donnée. Donc, n'ayez crainte, c'est un bon chemin. Vous aurez de quoi faire. Vous serez à jamais les premiers, comme disent les supporters de l'OM. Voilà. Merci encore.